Cahier 9. Venons-en maintenant à la citation de Mallarmé, qui éclaire en ce point du texte ce que Benjamin dit de l'ingénium philosophique. Les langues imparfaites en cela que plusieurs membres de la suprême, penser étant écrire sans accessoire ni chuchotement, mais tacite encore l'immortelle parole, la diversité sur terre des idiomes empêche personne de proférer les mots qui, sinon se trouveraient, par une frappe unique, elle-même matériellement la vérité. Il y a beaucoup à dire au sujet de cette citation et du fait qu'elle n'est pas d'un philosophe mais d'un poète. Curieusement, la situation est tronquée, censurée, car voici ce que Mallarmé dit à la suite. Cette prohibition sévit expresse dans la nature, on s'y bute avec un sourire qui ne vaille de raison pour se considérer Dieu. Mais sur l'heure tournée à de l'esthétique, mon sens regrette que le discours défaille à exprimer les objets par des touches y répondant en coloris ou en allure, lesquelles existent dans l'instrument de la voix parmi les langages et quelquefois chez un, à côté d'ombres, opaques, ténèbres, ce fond se peut. Quelle déception devant la perversité conférant à jour comme à nuit, contradictoirement des timbres obscurs, ici, là, clair. Le souhait d'un terme de splendeur brillant ou qu'il s'éteigne inverse quant à des alternatives lumineuses simples. Seulement, tâchons, n'existerait pas le vers, lui philosophiquement rémunère le défaut des langues, complément supérieur. C'est le vers, la poésie, qui rémunère le défaut des langues et s'approche de ces mots qui sont matériellement la vérité. Cela, Benjamin l'a censuré, et nous savons ou au moins entrevoyons pourquoi. La pure langue qui s'annonce et se scelle dans les traductions n'est pas la langue pure à laquelle songe Mallarmé. La pure langue est matériellement la vérité. Matériellement, cela est essentiel, cela veut dire dans sa lettre. La pure langue est celle où la lettre et le sens ne font plus qu'un. Nous y reviendrons. Benjamin cite à comparaître Mallarmé, le maître de la langue poétique pure, et il le fait dans un texte qui est une préface à une traduction de Baudelaire, dont il dira bientôt qu'il est le maître, lui, d'une nouvelle parole poétique, une parole impure. La citation de Mallarmé est tronquée et nous est offerte dans sa langue originale, le français. Benjamin, qui traduit Baudelaire, ne traduit pas le texte de Mallarmé, il le laisse en français. Pourquoi ? Derrida, dans son commentaire de la tâche du traducteur, dit que ce texte mallarméen est intraduisible. L'est-il vraiment ? Linguistiquement et même littérairement, non. Mais Derrida touche là quelque chose. Benjamin, dans un texte sur la traduction, ne traduit pas une citation qui elle-même a trait à l'imperfection des langues, c'est-à-dire leur multiplicité, et donc à ce qui fonde à la fois la nécessité et l'impossibilité de la traduction. Le français de Mallarmé est un français qui est lui-même articulé de manière étrange, en ceci que la structure syntaxique y est sinon absente, du moins étrangement raréfiée, comme le montre la première phrase de la citation. Cela correspond du reste au centre du passage non cité par Benjamin, où il est question de la vérité, de la fausseté plutôt, mimologique des mots. Ici, c'est tout le problème de la traduction qui est en jeu. Syntaxe et mots dont il va bientôt être question. Ainsi, le texte central qui pose tacitement le problème de la syntaxe et du mot dans la traduction. Benjamin ne le traduit pas. Juste avant ou presque, d'aborder thématiquement le problème de la littéralité syntaxique et de ce que l'allemand appelle le Wortlichkeit. Ce qui frappe également, c'est qu'il va y avoir bientôt une autre citation en allemand, cette fois de Rudolf Panwitz, extraite de Die Krisis der Europareischen Kultur, 1917. Elle aussi maltraite l'élément syntaxique de la phrase, sans compter qu'elle n'emploie pas, à la manière de Jacob Grimm ou Stéphane George, les majuscules allemandes pour les noms communs. Il y a donc parenté non thématique. Mallarmé ne parle pas de traduction, mais formelle, entre les deux citations, une parenté qui les rend d'ailleurs, mais en sens inverse, intraduisibles. Mallarmé en allemand, à cause de l'absence de jointure syntaxique, Panwitz en français, parce que la traduction ne peut pas restituer l'effet d'étrangeté que constitue en allemand l'absence de majuscules. Benjamin cite deux textes où il y a au moins deux points d'intraduisibilité. Le plus curieux, c'est que selon Alain,
Le travail de biffage syntaxique de Mallarmé est issu de son expérience de la traduction littérale de l'anglais, dont les structures syntaxiques seraient plus faibles d'après lui que celles du français. Or, cette traduction littérale est bien celle que prône Panvitz. Les deux citations sont donc reliées par toutes sortes de fils souterrains, et si nous pouvons supposer que Benjamin n'en était pas conscient, il reste que ce sont les deux seules citations de la tâche du traducteur, et que pour lui la citation était déjà, et allait le devenir de plus en plus, l'objet d'une pratique et d'une réflexion spécifique. Nous ne pouvons nous étendre sur ce point, mais il convient de signaler le lien entre la traduction et la citation. La citation introduit dans le texte propre un texte étranger. La traduction introduit dans la langue propre un texte étranger et en creux sa langue. Leur structure formelle est donc la même, d'où la question: convient-il dans un texte de traduire la citation? Dans la tâche du traducteur, la citation de Mallarmé introduit une plage d'intraduisibilité du texte, puisque l'effet d'opposition du français dans le texte original ne peut pas être reproduit. Inversement, la citation de Panvitz a été traduite par Gandillac, mais sa lettre, dont son sens reste intraduisible. Les citations de Benjamin en tant que telles font signe vers l'énigme de la traduction, non seulement dans leur contenu, mais dans leur forme, leur lettre, et de la lettre, il va être uniquement question dans le reste du texte. Benjamin conclut: la traduction se tient juste au milieu entre la poésie et la doctrine. Son œuvre a moins d'empreintes que celle-ci, mais elle ne s'imprime pas moins dans l'histoire. Je laisse de côté, pour ne pas tomber dans une infinité commentative, le terme de doctrine, l'ère. Pour Benjamin, la forme de la philosophie, c'est la doctrine, l'ère. Je laisse également de côté le rapport seulement évoqué des œuvres de poésie et de pensée avec l'histoire. Qu'il suffise de dire que Benjamin affirme ici que la traduction s'imprime dans l'histoire et donc historique, porteuse et créatrice d'historicité, autant que les œuvres de poésie et de pensée, mais de manière moins apparente. Le sceau de son action est simplement moins visible. À la traduction appartient une certaine invisibilité active. Cela vient-il du statut de la traduction dans l'histoire occidentale de sa condition ancillaire ou de son être le plus intime? La question reste posée. Ce qui est sûr, c'est que pour Benjamin, comme pour Heidegger, la traduction appartient au mouvement le plus intime de l'histoire. Pour Benjamin, cela signifie en ce qu'elle engendre des semences de pure langue. La boucle des affirmations est bouclée. Reste à se demander comment la traduction engendre-t-elle ces semences, et Benjamin, dans le paragraphe 10, doit quand même se le demander. À vrai dire, le paragraphe suivant ne va pas non plus répondre à cette question. Le paragraphe 10 commence par « Si la tâche du traducteur apparaît sous cette lumière, les chemins de sa solution, Lösung, risquent de s'obscurcir de façon d'autant plus impénétrable, disons plus de cette tâche qui consiste dans la traduction à faire mûrir la semence d'une pure langue. Il semble impossible de jamais s'acquitter, il semble qu'aucune solution ne permette de la définir. Le problème est de savoir comment un traducteur pour qui la tâche serait de produire les semences de la pure langue va-t-il procéder. Malheureusement, il ne peut s'agir d'une méthode et aucune indication n'est donnée par Benjamin. Nous nous trouvons complètement dans le vide. La traduction se trouve dans le vide parce que traditionnellement, dans sa détermination théorique, elle ne peut dire qu'une chose, qu'elle est restitution du sens. C'est pour cela que Benjamin dit « Ne la prive-t-on pas de toute base si rendre le sens cesse d'être l'étalon ?» Benjamin va revenir là-dessus. La restitution du sens est la détermination fondamentale des théories traditionnelles de la traduction. C'est même la détermination fondamentale de la théorie de la traduction en général, à ne pas confondre avec une réflexion sur la traduction. Voilà pourquoi nous disions au début du commentaire que le texte de Benjamin n'était pas une théorie de la traduction. Benjamin dit « Et certes, tel est bien, transcrit en négatif, le sens de tout ce qu'on vient de dire. Si la finalité de la traduction est la production de la pure langue, ceci n'a plus rien à voir avec la restitution du sens, d'autant plus que la pure langue se trouve, pour reprendre Mallarmé, du côté de la lettre matériellement revisitée et non du côté du sens. » Benjamin poursuit alors une longue réflexion sur une antinomie inhérente aux deux concepts fondamentaux de toute théorie de la traduction.
celui de fidélité et celui de liberté. Une théorie de la traduction entend couvrir l'ensemble des processus de traduction, mais tous les discours qui sont à traduire sont absolument hétérogènes et le seul élément qu'ils aient en commun, c'est le sens. Pour le reste, pour la forme, ils n'ont aucune parenté. Seulement, dès qu'on parle de sens, on se retrouve d'emblée face à l'antinomie fidélité-liberté. Traditionnellement, dans l'histoire de la traduction, le concept de fidélité va vers la lettre. Être fidèle à un contrat, c'est être fidèle au terme du contrat et non à son esprit. C'est ce que dit Benjamin plus loin, fidélité au mot. C'est une caractéristique du mauvais traducteur, pour parler le langage de Benjamin, que d'opérer cette espèce de jeu à proprement parler infidèle, qui consiste à vouloir être fidèle à l'esprit d'un texte et non à sa lettre. Par contre, la liberté que revendique le traducteur, justement pour ne pas être considéré comme un serf de la lettre, se meut dans l'élément du sens. Où l'on est libre, où l'on est fidèle, voilà qui ouvre à une interminable discussion. Fidélité à la lettre ou liberté vis-à-vis de cette lettre pour mieux restituer le sens. La limite de ces concepts de liberté et de fidélité apparaît quand ils sont permutables. Lorsque le traducteur dit « je suis libre par rapport à la lettre », pour être fidèle au sens, c'est le signe que la traduction a perdu pied, qu'elle n'a plus aucun principe. Benjamin dit « assurément leur application traditionnelle envisage toujours ces concepts dans une incessante dissociation, car à quoi peut proprement servir la fidélité pour la restitution du sens ? Effectivement, à rien, parce que le traducteur qui est fidèle à la lettre n'est pas celui qui est libre, et celui qui est libre n'a rien à faire de la lettre. Le texte de Benjamin va dans une direction qui, pour une fois, est assez claire. Si le traducteur s'attache à la lettre, il menace immédiatement la restitution du sens. Benjamin donne comme exemple les traductions Kolderlin, la fête du grec. À certains endroits, le sens s'effondre. La littéralité est donc une menace pour le sens, mais insistons sur ce point, pas seulement pour la traduction, mais aussi pour l'original lui-même. Le règne de la lettre se fait toujours au détriment du sens. Dans un très beau texte paru dans la revue Recueil, Jean-Paul Gou montre à travers de nombreux exemples l'antinomie ou la contradiction qu'il y a dans un texte littéraire entre sens et littéralité, notamment syntaxique. Ce qui semble être une loi essentielle, évidente, et pourtant jamais clairement exprimée, qui concerne les rapports de la syntaxe et de la signification. La formule abrupte en serait celle-ci. Plus on lit, plus on brouille. Contre toute apparence, il faut admettre que les mécanismes de relation se développent toujours aux dépens de la transparence. La limpidité d'une phrase et la richesse de ses agencements sont inversement proportionnelles, et ce qui doit assurer le règne de l'ordre, la syntaxe, ne prend jamais le pouvoir sans menacer la clarté qu'il devait servir. Aussi peut-elle être comparée à tout, hormis à un squelette dont l'invisible armature ferait la beauté. Dès que les liaisons se développent, si peu que ce soit, il faut que le lecteur s'attache plutôt qu'aux significations, au principe de leur organisation. Dès lors, il perd le fil du sens et s'enfonce dans la pâte de la syntaxe. Il cite alors un exemple de ce point de vue tout à fait étonnant. Lorsqu'on lit dans ces lettres dites de la religieuse portugaise, il est bien juste au moins que vous souffriez que je me plaigne des malheurs que j'avais bien prévus quand je vous vis résolu à me quitter. Je connais bien que je me suis bien abusé lorsque j'ai pensé que vous auriez un procédé de meilleure foi qu'on a accoutumé d'avoir, parce que l'excès de mon amour me mettait, ce semble, au-dessus de toutes sortes de soupçons, et qu'il méritait plus de fidélité qu'on en trouve d'ordinaire. Il est évident qu'il faut lire, relire plusieurs fois cette phrase pour percer son sens. Elle présente une prolifération syntaxique remarquable. Jean-Paul Gou cite toute une série de textes qui viennent montrer que dans le domaine de la prose, et plus largement du roman, la syntaxe est ce qui vient brouiller la limpidité de la communication. Elle ne disparaît plus derrière le sens qu'elle devrait transmettre. Elle fait écran, interpose toujours sa propre matière, sa propre consistance entre le lecteur et l'objet qu'elle donne à voir. Ce phénomène qu'on dénoncerait dans la traduction, la littéralité étouffe le sens. On le retrouve donc dans l'original comme une structure fondamentale.
Dans certaines œuvres et tendanciellement dans toute prose et hors traduction, on trouve une forme de littéralité syntaxique à l'état pur, ennemie du sens. Il est évident que la traduction confrontée à de tels textes, qui constituent peut-être la majeure partie des textes en prose, devra choisir entre deux chemins possibles. Ou disloquer cette syntaxe, la réduire en pièces pour faire briller le sens, ou la reproduire et à ce moment-là éloigner encore plus le sens. Ce qui était déjà éloigné du sens dans l'original va s'éloigner encore davantage. C'est pourquoi, dans la suite du texte, Benjamin dira que la traduction n'a que le rapport le plus fugitif qui soit avec le sens et fera appel à l'image de la tangente. Ce qui tend à être fugitif dans l'original va le devenir encore plus dans la traduction.